Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Qui que l'avocat TikTok des causes indéfendables, Sarah Sadman, pour défendre le triangle Sarkozy. Quand je vous dis que c'est toujours les mêmes qui défendent les plus pitoyables de ce pays. Avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Un petit like, un petit commentaire. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce les amis, c'est vrai, quand il n'y a pas d'éléments probatoires, c'est compliqué de faire une construction intellectuelle pour en déduire des éléments. Mais j'observe que concernant Nicolas Sarkozy, c'est loin d'être la première fois. Moi, je suis toujours très marqué par l'affaire des écoutes téléphoniques, où on l'a condamné. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais sur une intention. Oui, mais ce Philippe Bilger, on emploie le mot Sarkozy dans les oreilles de Bilger, il perd la raison. Mais c'est-à-dire qu'il considérait que écouter un avocat qui parle avec son client, s'il prépare ce qu'il considère lui comme une infraction. Il y a un principe que c'est quand même le secret professionnel. Oui, mais la CEDH donnera raison à Nicolas Sarkozy. Évidemment, mais dans plusieurs années. Non, mais c'est deux affaires très différentes. C'est deux affaires très différentes, mais à chaque fois, il est victime d'un acharnement judiciaire qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et ça, mais dans le dossier libyen... Je rappelle que Nicolas Sarkozy est passé au tribunal, pas pour rien les amis, pour soupçon de financement libyen de sa campagne en 2007. Fin du procès Sarkozy-Kadhafi, l'ancien président de la République connaîtra son jugement le 25 septembre. Au dernier jour du procès pour soupçon de financement libyen de sa campagne en 2007, Nicolas Sarkozy a déclaré mardi ne pas vouloir répondre à un réquisitoire politique et violent, évoquant un contexte médiatique et politique détestable. La décision du tribunal correctionnel de Paris au terme du procès sur les soupçons du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy sera rendu le 25 septembre à 10 h, a fait savoir le cours au dernier jour du procès. Mardi 8 avril, le 27 mars, le parquet national financier avait requis 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien président de la République. Alors les amis, c'est des bandits ces personnes-là. En fait, c'est des bandits qui protègent des autres bandits. C'est simple comme bonjour. Sinon, on peut pas protéger des personnes comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Elle nous explique qu'il y a un acharnement politique médiatique. Mais ce personnage-là a volé les Français. C'est simple comme bonjour. Déjà, il a liquidé tout notre or en France parce qu'il faut savoir, nous Français, on stockait beaucoup d'or. Beaucoup d'or qu'on n'utilisait pas. Ce personnage-là s'est permis de revendre notre or pour une miette de pain, pour ceux qui ne le savaient pas. Sinon, là, on serait pas en déficit comme ça, je vous le dis tout de suite. C'est à cause de ces personnes-là. Et c'est toujours les mêmes qui les protègent. Posez-vous la question, pourquoi quand même? Et là, les amis, on va se tourner sur Retailleau. Au lieu de démissionner, Retailleau va s'acharner sur les étrangers pour faire sa petite campagne personnelle nauséabonde. On n'a rien fait pour mériter qu'il nous traîne dans la boue, comme ça, vu qu'on n'a pas voté pour lui. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. J'enverrai très prochainement au préfet une circulaire pour durcir les conditions de la naturalisation. Nous avons durci dans la loi immigration un certain nombre de conditions d'accueil sur le droit de séjour pour rehausser par exemple le niveau de français, parce qu'on sait parfaitement que c'est le vecteur de l'intégration. Pour rehausser aussi, pour faire passer un examen civique, eh bien, la naturalisation qui est autre chose. Le droit de séjour est une faveur qu'on accorde à un étranger régulier sur le sol français, donc on y met des conditions, évidemment. Lorsque on veut réaliser cette promesse d'intégrer pleinement un étranger dans notre communauté nationale, il faut là aussi remplir un certain nombre de conditions. Où ces conditions sont remplies, ou elles ne le sont pas. Le Code civil, d'ailleurs, parle toujours d'assimilation. Article 24 du Code civil, en matière de naturalisation. Donc vous voyez bien que l'exigence qu'on a vis-à-vis de ceux qui s'apprêtent à entrer pleinement dans la communauté nationale républicaine doit être rehaussée. Moi, je comprends pas, les amis. Qu'est-ce qu'il fait, ce clown? Qu'est-ce qu'il fait? T'as la moitié des Français qui meurent de faim, les amis. T'as plus de la moitié des Français cet hiver, ils se sont pas chauffés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur les étrangers. Au lieu de reconstruire notre pays, intelligemment, comme ils essayent de faire la France insoumise. Essayer de relever nos services publics, nos hôpitaux, nos mairies, etc., etc. Un minimum, quand même. Moi, dans ma ville, il y a des écoles qui vont fusionner. C'est pour vous dire qu'ils ne font rien. Ils ne font rien pour les Français, les amis. Et de plus en plus, on va voir ça. On va voir des écoles fusionner. Quand vous allez voir 2 écoles ou 3 écoles dans une ville, et ben à la fin, il va en rester qu'une. C'est simple comme bonjour.
Posez-vous la question, c'est quoi leur objectif quand même? C'est pas aider les Français, ça c'est moi qui vous le dis. Et là les amis, on va parler un peu du journal Frontières qui va se faire expulser, je dis bien expulser en plein direct par les citoyens français. Regardez ça, sortez les pop-corn, ça va vous faire plaisir. Alors pour ceux qui là, je vais mettre en plus grand, pour ceux qui savaient pas c'est qui les journalistes Frontières là sur le balcon, il y en a trois. Hein. Il y a celui-là, hop, et il y a celle-là, tout simplement. Le reste c'est lui c'est un député de la France Insoumise, lui aussi, et lui je crois que c'est un conseiller de la France Insoumise, mais je suis pas sûr. Regardez bien comme ils vont se faire expulser en plein direct. Préparez-vous, ça va être rapide. Allez hop, pousse-toi. Il est choqué, Miskin. Il est choqué, il a pas compris. Allez, pousse-toi. On t'a dit pousse-toi. Hop, hop, hop. Ouais. Regardez, elle s'accroche. Elle s'accroche. Alors... Non, mais sérieusement, elle s'accroche. Alors que les centaines de citoyens, je sais pas combien de citoyens il y a en face d'eux, il lui dit casse-toi. Bah, casse-toi, c'est simple comme bonjour. Mais non, elle s'accroche. Elle s'accroche. Voilà. Ouais, il était temps, franchement. Ça fait 10 minutes que les citoyens français lui disent casse-toi. Mais non, elle s'accroche, elle avait pas compris. Ils ont pas compris ces droitards. Parce que pour tous ceux qui savaient pas c'était quoi Frontières, le magazine Frontières, c'est ça. Le magazine d'extrême droite, Frontières, un organe de propagande anti-républicaine. Dans un texte pour la fondation Jean Jaurès, apparaît lundi, l'écrivain Raphaël Lorca décrit comment la lecture du média précédemment connu sous le nom de Livre Noir l'a convaincu de son projet anti-libéral. Pour s'être penché sur les 7 premiers numéros du magazine Frontières, Raphaël Lorca en est convaincu. Dire que ce trimestriel tiré à une trentaine de milliers d'exemplaires, 439 000 abonnés sur YouTube, revendique fièrement une ligne identitaire et anti-immigration, ne suffit pas à définir ni à expliquer sa nocivité. Bref, vous l'aurez compris, c'est des journaux comme BFM TV ou comme CNews, des journaux d'extrême droite. Je suis pas le seul à le dire les amis. Karim Zeribi réagit aux intimidations subies par Frontières Médias et ses journalistes à l'Assemblée nationale. Il explique « Je pense que Frontières incarne un journalisme violent. Je trouve que Frontières cherche toujours le clash. Et c'est ça le problème. » Ce qui me gêne, c'est quand ces lignes-là, on peut avoir un journalisme militant, agressif et violent. Ça, moi, je n'y souscris pas. D'où qu'ils viennent. Et je pense que Frontières, à l'extrême droite, incarne ce journalisme-là. Pas violent. Parce que je pense qu'à un moment donné, la manière dont vous approchez les gens peut être générateur d'un sentiment de violence chez ceux qui vous adressez. Je veux dire, ils ont le droit de le ressentir, que ça vous plaise ou pas, une manière d'interviewer les gens, de les accrocher, de les interpeller. Et je trouve que Frontières cherche toujours le clash. Mais là, en l'occurrence, il cherche toujours le buzz. Et c'est ça le problème. Moi, ce qui me gêne, c'est... Et là les amis, on va se tourner vers Dominique de Villepin, qui va atomiser Retailleau en plein direct. Regardez ça, c'est à mourir de rire. Permettez-moi de recadrer les choses. Je soutiens pleinement la position de la France. Par contre, je m'oppose fortement à tous ceux qui voudraient instrumentaliser la position de la France à d'autres fins, et je les nomme à des fins identitaires, parce qu'effectivement cela nourrit un certain nombre de passions chez nous et également en Algérie, sans faire avancer le schmilblick d'un iota, d'un centimètre. Au contraire, si on veut obtenir ce que je souhaite de la façon la plus forte, un rapatriement rapide de M. Boualem Sansal, et des avancées en ce qui concerne les questions de sécurité, je dis simplement, par expérience, que ce n'est pas la méthode qui consiste à monter au créneau et à retrouver les accents de la diplomatie de la canonnière qui nous permettront de le faire. Cela fait plaisir à certains électorats, cela permet à certains partis de jouer sur des parts de marché, mais on se trompe de combat. Et ça me permet de répondre aussi à une partie de la question de monsieur le député Herbillon, car j'ai bien entendu le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que toutes les polémiques qu'il avait lancées avaient été utiles. Oui, utiles, mais pas nécessairement à la France, certainement pas, et certainement pas au ministre de l'Intérieur. Peut-être au candidat à la présidence des LR, mais je ne crois pas que la vocation d'un ministre soit de lancer des polémiques. Et je crois qu'un ministre a vocation, dans son portefeuille, à apporter des réponses. Alors, chaque fois que le ministre de l'Intérieur s'exprimera sur les questions de sécurité, chaque fois qu'il s'exprimera dans le cadre de son portefeuille, toute mesure
positive qui permettra de régler des problèmes. Oui, mais les OQTF, justement, la question se pose aussi avec d'autres pays du Maghreb et avec le même manque de résultats. C'est dire à quel point, dans le cas spécifique de l'Algérie, il faut prendre le dossier dans sa globalité et avec sérénité. Les épées en bois, ça ne marche pas. Il faut véritablement être efficace. Ben voilà, il lui a tout simplement envoyé une crotte de nez, les épées en bois. Mais oui, mais il a tout à fait raison, De Villepin. On peut pas se permettre de traiter l'Algérie comme ça. Surtout les OQTF algériens, il n'y en a pas énormément. Hein. Les Marocains en ont autant, les Tunisiens en ont autant, etc., etc. C'est pas un pays qui veut pas reprendre ses ressortissants. Excusez-moi. Loin de là, loin de là. Mais elle va pas prendre n'importe qui non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les Français, c'est de même, hein. Faut le savoir, hein. On récupère pas tous nos citoyens français dans le monde, hein. Il y a plein de Français qui sont de l'autre côté du monde et qu'on va pas rechercher. À votre avis, pourquoi? Pourquoi ce 2 points de mesure sur l'Algérie? Matin, midi et soir, on tape sur l'Algérie. Et c'est toujours le même guignolo qui tape sur l'Algérie. Enfin, les mêmes guignolos qui tapent sur l'Algérie. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Et là, on a David Guiraud, député de la France Insoumise, qui envoie un tweet. Comme nous étions seuls dans cet hémicycle à refuser le soutien inconditionnel du pays du bien, alors que 2 millions de Palestiniens étaient alors assiégés, affamés et assoiffés, 1 an et demi de mensonges et d'attaques, les plus infâmes plus tard. Nous étions peut-être seuls dans l'hémicycle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Soutien inconditionnel à Israël. Je vois bien que j'ai eu tort de choisir ce mot. Reconnaît Yaoun Braun-Pivet, 1 an et demi plus tard, après le 7 octobre. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Solidarité. Et là, le pins, là, vous le voyez tous, le pins, quand même. Ça dérangeait pas, ce pins-là, à côté du drapeau français? Quand même. Les mettre à la même hauteur. Alors que la Palestine se faisait assiéger au moment même où elle faisait ce soutien-là. Le pins, il est un peu trop. Par contre, là, ça choquait pas. Ça choquait personne, mais vraiment personne. Par contre, quand Delu a sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée, et qui a été condamné, je crois, à 1 semaine, il pouvait plus travailler, il n'était pas payé, etc., etc., je crois que c'est 1 semaine, voire même plus. Vous voyez le 2 points de mesure, c'est hallucinant. Et maintenant, il y a une Braun-Pivet, la vieille sorcière, explique ouais, j'ai eu tort. Non, ça peut pas marcher comme ça. Et ça peut pas marcher comme ça, c'est simple. De base, tu devrais démissionner, tout simplement. Tu devrais démissionner. Et notre soutien inconditionnel. Là, vous voyez le nombre de députés qui applaudissent, hein. C'est la plupart des députés français, ça. Hein. C'est la plupart des députés français. Il y a plus de 80% des députés, là, qui applaudissent. À part les députés de la France Insoumise, là, on les voit là. Il n'y en a pas un qui applaudit, parce que quand même, un minimum, quand même. Tous les autres applaudissent. Tous les autres, sans exception. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et là, les amis, on va parler un peu de l'affaire Betaram. On a des nouvelles à Bayrou. Sous serment, le gendarme qui enquêtait sur l'affaire Betaram réaffirme que Bayrou est intervenu dans le dossier. Il démissionne quand, Bayrou, quand même? Avant cela, on va se tourner quand même sur l'affaire. Pour ceux qui connaissaient pas l'affaire Betaram, l'affaire de Betaram, la chronologie des faits. Plus de 170 faits de violence, psychologie, physique ou S ont été signalés par des anciens élèves de l'établissement catholique béarnais couvrant plusieurs décennies. Voici les dates clés de la tentaculaire affaire de Betaram. Retour sur 6 décennies de violences physiques et présumées au sein de l'institution Notre-Dame de Betaram, rebaptisé le Beau Rameau en 2009. Situé dans les Pyrénées-Atlantiques depuis les premières substitution d'agression S dans les années 1950, jusqu'à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires. Cette commission devant retracer la chaîne des responsabilités dans cette affaire, mais aussi identifier les défaillances au sein des services de contrôle de l'État dans tous les établissements scolaires, prévoit d'auditionner le Premier ministre François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation et parent d'élèves de l'école. Pas besoin de vous dire que François Bayrou a pas les fesses propres. Loin de là, les amis.
présentation était prévue à 14h, donc moi j'étais là à 14h avec Pierre Caricart. Monsieur Mirand m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit: Monsieur Hontan, la présentation est retardée, le procureur général demande à voir le dossier, il y a eu une intervention de Monsieur Bayrou. Est-ce que c'est une situation que vous aviez déjà rencontrée au moment où vous présentez quelqu'un qui sort de garde à vue à un juge d'instruction? J'ai eu à présenter des gens beaucoup plus dangereux que Pierre Caricart. Jamais il ne m'est arrivé qu'un magistrat instructeur me dise que le procureur général voulait voir le dossier. D'ailleurs, le code de procédure pénale, à ce moment-là, ne donne aucun rôle au procureur général. Et le procureur général intervient, vous dit le juge Mirand, sur demande de François Bayrou. En 1998, pour le rappeler, François Bayrou est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député des Pyrénées-Atlantiques. Oui, tout à fait. Le 17 février dernier, dans le journal Sud-Ouest, le Premier ministre a déclaré « Il n'y a jamais eu d'intervention de ma part auprès de quiconque, ni sur cette affaire, ni sur aucune autre. » Il parle de l'affaire du père Caricart. Comment réagissez-vous à cette déclaration qui contredit les propos que vous avez réitérés ce matin devant notre commission d'enquête? Je ne suis pas le seul enquêteur de la section recherche à savoir que François Bayrou est intervenu, puisque dès le lendemain du reportage qui a été diffusé à 7 à 8, j'ai l'un de mes collègues qui m'a fait un message en me disant, donc le 17-2, j'étais au courant, monsieur Mirand me l'avait raconté à l'époque. C'est très important ce que vous nous dites là. Vous dites que donc 2 gendarmes de la section de recherche avaient été informés de l'intervention de François Bayrou auprès du procureur général pour accéder au dossier du père Caricart. À votre connaissance, d'autres fonctionnaires de la gendarmerie ou d'autres personnes étaient-elles au courant de cette intervention de François Bayrou? J'ai d'autres camarades de la section de recherche qui devaient être au courant puisque j'en ai parlé. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.